On constate effectivement depuis le déconfinement un fort regain d'activité, en tout cas au sein des agences espaces atypiques, mais aussi plus largement au niveau de la profession des agents immobiliers, un regain véritablement pour les résidences secondaires. Donc, est-ce que le confinement a fait émerger ce besoin de résidences secondaires ou de multiplier nos lieux de vie? Et est-ce qu'il va y avoir un impact à l'avenir sur le développement des infrastructures et sur les économies de ces zones, ces nouvelles zones qui seront habitées? On avait un départ massif des populations. On dit qu'à Paris, il y a un tiers des personnes, des ménages qui sont partis d'ailleurs, et notamment dans leur résidence secondaire. Et on a ce même phénomène partout en France où les gens des villes sont allés dans les champs, ou en tout cas sur le littoral notamment. C'est vrai que c'est un phénomène auquel on peut s'attendre demain aussi. C'est-à-dire que soit je change ma résidence principale, soit j'acquiers une résidence secondaire qui pourra me permettre, dans ce cas, d'avoir un environnement particulièrement qualitatif. Alors c'est vrai que ça a mis l'accent sur quelque chose, un phénomène social qui existait déjà, mais sur lequel le confinement a mis particulièrement l'accent. Dans l'imaginaire, Jean-Didier Urbain, lui, parlait de se créer son monde à soi. C'était très important et que la résidence secondaire, dans l'économie générale de son usage résidentiel, et y participer. Son monde à soi, parce que lui considérait que depuis une quinzaine ou vingtaine d'années, on vit dans des sociétés qui sont anxiogènes, de différents types de points de vue. Bon, là, la pandémie lui donne raison, mais lui, il évoquait d'autres, les rythmes de travail, la pollution, le stress des déplacements, etc., voilà, la peur de l'autre. Et donc, lui, l'imaginaire résidentiel, c'était autour de cette idée de monde à soi, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être libre et de pouvoir, au fond, gérer son temps et ses espaces. Je ne sais pas en tout cas si cette tendance, elle va durer, elle va s'installer sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, mais en tout cas, nous avons constaté depuis le déconfinement que beaucoup de Parisiens et même des Lyonnais, des Bordelais, en tout cas les habitants des grandes métropoles, cherchent un deuxième habitat. Et donc du coup, s'il y a cette appétence pour la birésidentialité, il va y avoir tout type de personnes avec tout type de budget qui va vouloir avoir son petit coin de verdure. Et du coup, ça va peut-être dynamiser un petit peu, pas forcément beaucoup, mais les zones un peu moins tendues parce que on va pas être forcément à 10 minutes de la mer, mais peut-être qu'à une demi-heure, ça sera quand même sympa et ça permettra d'avoir un bien un peu plus au calme, un peu plus accessible aussi en termes de prix. Pendant la pandémie, ça n'a pas changé beaucoup l'économie puisque la consommation était plutôt limitée, oui. Même si ça a eu un impact évidemment sur plutôt tout ce qui était hypermarché. C'est vrai que demain, si on continue ce mouvement, on est à double tranchant, c'est-à-dire soit on renforce un mouvement de résidences secondaires, on a déjà notamment des espaces littoraux qui sont particulièrement marqués par les résidences secondaires, alors qu'on a tout un enjeu de préservation de l'environnement. Ça peut être compliqué en termes d'urbanisme à gérer et il n'est pas forcément souhaitable d'avoir un renforcement de l'urbanisation sur ces territoires-là. Donc on va plutôt être sur le renouvellement urbain de ces territoires-là. Est-ce qu'il faut que les économies changent ? Elles ont déjà changé sur une grande partie du littoral. On a beaucoup de littoraux qui sont devenus des villes à part entière. Si on revient sur la mission Racine, donc c'est le développement dans les années 60 du Languedoc-Roussillon, par exemple, la création de la Grande Motte en 62, avec Balladur, non pas celui qui était Premier ministre, mais son frère, qui a fait ça. Voilà. Et sur ce territoire-là, typiquement, alors que dans les années 60, donc en 62, on commence à avoir de la population puisqu'on commence à créer cette ville de toutes pièces, on se rend compte aujourd'hui que c'est une ville qui marche à l'année. Après, dans les campagnes, il faudrait qu'il y ait un nombre important. Or, là, ce dont on parle, c'est quand même des choses à la marge dans des petits villages. Donc, est-ce que ça va avoir un réel impact ? Je ne suis pas sûre que d'un point de vue économique, ça va avoir un réel impact. Par contre, ça va continuer à faire tourner l'économie locale et ça, c'est plutôt une bonne chose pour ces territoires. Ça crée aussi des tensions, des oppositions entre
les différents types de populations qui vont occuper ce même type de territoire. Parce que les résidents secondaires, eux, vont occuper ce territoire, vont faire tourner les services, vont en attendre d'autres simplement pendant une période de l'année, alors que les résidents traditionnels, permanents, eux, peuvent avoir d'autres attentes, d'autres intérêts. Donc, voici un exemple de résidence secondaire. Il s'agit d'un chalet qui a une forme scandinave, qui est situé dans les Yvelines. On est sur une île à Mézy, et cette île a la particularité de n'être habitable que en résidence secondaire. Donc c'est une forme d'habitat assez particulière qui est utilisée finalement une partie de l'année, mais où on ne peut pas habiter constamment. Voici une maison très contemporaine, une maison d'architecte assez radicale, aux lignes pures, qui est située à La Baule. Donc pour le coup, sur une zone tendue au niveau de l'habitat et des résidences secondaires. Donc une maison clé en main avec de belles prestations, une piscine qui fait rêver pas mal de monde. Là, on est sur un budget beaucoup plus élevé, autour d'1 million d'euros. Dernier exemple d'appartement qui est vraiment pleine mer. Cette fois-ci, on est sur la Côte d'Azur. On n'est pas loin de Nice et on a une vue exceptionnelle à 360 degrés. Ce n'est pas une maison, c'est vraiment un appartement accroché à la falaise qui a une taille relativement petite, de l'ordre de 60 mètres carrés, et qui est très agréable en pied-à-terre. Donc, en tout cas, je souhaitais vous remercier pour vos interventions, pour votre expertise sur l'aménagement, l'architecture, la sociologie. Donc, c'était intéressant d'échanger sur ce sujet de la bi-résidentialité qui finalement se développe, pourra se développer plus à l'avenir. Elle permet en tout cas aux citadins de trouver un nouveau terrain d'expression, de retrouver leurs racines parfois, et elle permet de rénover l'habitat, finalement, de sublimer un petit peu le patrimoine, mais il faut que cela soit fait correctement, en concertation avec les collectivités locales, pour que cette birésidentialité puisse s'intégrer aussi au mode de vie local, avec le respect finalement des traditions et des habitants.